Entreprendre au Bénin ça peut être un véritable parcours du combattant. Entre autres difficultés que vous pouvez rencontrer, il y en a une majeure, celle du financement de votre activité. La difficulté est d'autant plus grande lorsque vous êtes une femme entrepreneur au Bénin. La raison d'être de panel est de pouvoir discuter, échanger sur les fonds de financement et d'investissement. Mesdames et messieurs, les invités, bonjour. Je suis Rebecca Lasoupo, programme manager au BIBAN. Le BIBAN qui est le Bénin Business Angel Network, le premier réseau de Business Angels au Bénin. Et je suis très heureuse de pouvoir participer à ce panel. L'occasion est pour moi de remercier Bernard pour l'opportunité qu'il me donne de pouvoir animer ce panel. Je disais tantôt que je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, je me positionne avec une double casquette. La première, en tant que programme manager qui me positionne du côté des investisseurs, mais en tant qu'entrepreneur aussi dans le domaine de la beauté et du bien-être et au travers d'un institut de beauté. Donc, je crois réellement qu'au travers de ce panel, nous allons pouvoir avoir des clés et essentielles pour pouvoir déterminer si réellement l'investissement dans l'entrepreneuriat féminin est une clé de la croissance africaine. En tout cas, nous le croyons et nous allons essayer d'y apporter des solutions. Alors, sans plus tarder, je vais appeler mes panélistes, qui sont toutes des femmes qui témoignent d'un parcours inspirant. Et je vais commencer par l'une d'entre elles. Elle est la vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, la CCI Bénin, chargée des régions économiques. Entrepreneur dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, elle est owner et manager de l'agence Christa Tour et elle est la présidente du WeFund Bénin, le premier réseau de femmes entrepreneurs qui mutualisent leur épargne pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin par la formation, le financement et l'ouverture des marchés. J'ai nommé Madame Christiane Tossou, sous vos ovations s'il vous plaît. Ensuite, nous avons Madame Mireille d'Oliveira Richards. Elle est la directrice générale de Bénin Connect International, qui offre un service d'introduction qui aide les entreprises à découvrir le potentiel inexploité du marché ouest africain du Bénin, avec pour premier objectif de connecter les entreprises britanniques post-Brexit et post-Covid-19. Elle a à cœur le développement économique et social du Bénin et apporte son savoir-faire en aidant à la réduction de la pauvreté, la création d'emplois et la motivation des investisseurs à découvrir les opportunités du Bénin. Madame Mireille d'Oliveira, sous vos ovations, s'il vous plaît. Ensuite, nous avons la fondatrice de ND Consultants et elle est la propriétaire de Aerolis, un incubateur et un coworking, un espace coworking qui a pour objectif de mettre à disposition des entreprises, des approches et solutions simples pour le développement périn de leur activité. Elle est consultante en stratégie de développement pour les entreprises et dirige le cabinet ND Consultants en France avec une succursale au Bénin. Aerolis est un centre d'affaires dédié aux entreprises béninoises. Madame Nathalie Daouda, sous vos ovations, s'il vous plaît. Créditée de 19 années d'expérience dans les questions financières, administratives et relationnelles au profit du secteur bancaire au Bénin, elle est actuellement la directrice de la Banque de détail, de la monétique et de la communication au sein de la BIC, la Banque internationale pour l'industrie et le commerce, que vous avez déjà rencontrée un peu plus tôt. Madame Saka, s'il vous plaît, sous vos ovations. Notre dernière panéliste, directrice de l'Institut Ethnicia et du Centre de formation Beauty Academy Concept, Ethnicia est un institut offrant des services en beauté. Sa vision est de professionnaliser ses métiers afin de contribuer à améliorer le taux d'entrepreneuriat féminin et d'accroître le taux et le niveau d'indépendance financière de la gente féminine. Elle représente le prototype de la femme entrepreneur qui, compte vent et marée, arrive à apporter un plus dans l'écosystème entrepreneurial au Bénin. J'ai nommé Madame Tassiana Agbotan Assogba. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Et avant de commencer ce panel, je crois que j'ai en face de moi un public très chaleureux auquel je vais demander d'applaudir pour vous-même, pour nous encourager et vous encourager.
Bonjour, chères dames, bonjour, cher public. Alors, ma première question va aller à Madame Saka. Alors, l'investissement dans l'entrepreneuriat des femmes, une des clés de la croissance africaine. Que vous a inspiré ce thème lorsque vous avez appris que vous participez à ce panel? Merci beaucoup. Je suis ravie de voir que ça commence par moi. Donc, c'est un honneur une fois de plus. Et comme je le disais tantôt, je voudrais vraiment remercier Bernard qui nous fait l'honneur de nous inviter chaque année à participer à ce panel. Quand nous avons reçu l'invitation à participer à ce panel, à prendre part à ce panel, j'étais très ravie. Vous comprenez bien pourquoi, parce que je suis une femme. Et il est très rare de voir quand même des panels typiquement dédiés à la gente féminine. Donc, je suis très honorée de prendre part à ce panel. Le financement de l'entrepreneuriat féminin. Je vais entamer mes propos, je vais commencer mes propos pour rappeler quand même quelques statistiques. Je ne sais pas, mais est-ce que nous avons conscience quand même qu'un quart de la gente féminine en âge de travailler dans la population africaine contribue à plus de 60% de la richesse. Un quart de la population féminine en âge de travailler contribue à plus de 60% de la richesse économique africaine. Ça veut tout dire. Ça veut dire que plus nous allons augmenter ce pourcentage et plus la contribution dans la gente féminine sera évidente. Je vais demander aux hommes de bien vouloir nous accorder ce panel, mais nous allons défendre nos intérêts. Nous allons défendre nos intérêts parce que nous sommes quand même le fer de lance et nous constituons un pôle très important et je vais développer de long en large et je vais participer avec beaucoup de plaisir. Mes collaborateurs le savent très bien. Comme Gemma le dit, si j'ai 2 personnes à promouvoir et si la personne le mérite, si la femme est dedans, je promeux la femme. Donc, que du bonheur pour nous les femmes. je le dis en toute connaissance de cause et je l'assume. Si j'ai 2 personnes à promouvoir, si la femme, elle le mérite, elle est efficace, elle est professionnelle, je choisis la femme. Donc, c'est mon intervention, c'est mon introduction, j'allais dire, et je reste disponible pour les autres questions. Et j'espère que les hommes dans la salle ne vont pas parler de discrimination, mais c'est notre panel et aujourd'hui, on a le pouvoir. Alors, je vais me tourner vers vous, Madame Mireille, afin que vous puissiez aussi à votre tour répondre à cette question. Que vous a inspiré ce thème, l'investissement dans l'entrepreneuriat des femmes, une des clés de la croissance africaine? I know that some people here in the room don't speak French, so I'm going to do in both languages. So my name is Mireille d'Oliva Richards from Benin College International. And I just came into entrepreneurship by accident, I would say. Ce que je veux dire, c'est que je suis arrivée dans l'entrepreneuriat par accident. It started in 2020 when in the UK there was a UK Africa Summit in London with Boris Johnson, where all the heads of state were represented, and where the UK has announced its intention to be stronger in Africa and reconnect trade, international trade with Africa. So, je veux dire que ça a commencé, mon parcours a commencé en 2020, à la suite du sommet UK Africa à Londres, avec Boris Johnson et tous les chefs d'État africains quand ils ont annoncé l'intention de l'Angleterre de s'impliquer plus vers l'Afrique. Et sur ce tableau, il n'y avait pas le Bénin. Donc, j'ai décidé que j'allais porter fièrement le drapeau du Bénin en Grande-Bretagne pour promouvoir le Bénin aux entreprises anglophones et au marché britannique. So, yeah, so, voilà. donc, this is how I got into it. And I think as a woman, because when we are very passionate,
and organized because we have to look at our family, our children. So we are very organized, and personally, I think those are the key skills as an entrepreneur, because you have to multitask. You have to be looking at so many different angles. You have to look at accounts, you have to look at market, you have to look at strategy, and also, so as a woman, I believe that we have the competency to really drive businesses and economies. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en tant que femme, nous devons faire beaucoup de choses à la maison, s'occuper de la famille, des enfants, tout. Moi-même, personnellement, j'ai 2 enfants et j'ai une vie de famille à mener, donc il faut être super organisé, il faut être multitask. Donc, en tant qu'entrepreneur, ce sont toutes des qualités qui sont essentielles pour pouvoir gérer beaucoup de choses en même temps. Donc, est-ce à dire que vous estimez que la femme dans l'entrepreneuriat est beaucoup plus qualifiée et apte que les hommes à pouvoir mener à bien leurs entreprises? Moi, je crois de mon expérience personnelle que j'arrive à faire beaucoup plus de choses. Yeah, I do believe that from my personal experience, I can multitask and handle a lot of things that probably would be more difficult for a male partner. Okay. Alors, je vais me tourner vers vous, Madame Tossou. Vous êtes la présidente de WeFund. Alors, qu'est-ce qui a motivé la création d'un fonds d'investissement pour les femmes? Bonjour à tous, et à l'entame de mes propos, j'aimerais remercier M. Wanou qui a cette idée géniale qui fonctionne depuis 5 années. Et je lui souhaite encore beaucoup plus d'éditions de ce forum. WeFund Bénin est une association de femmes chefs d'entreprise et de femmes locales qui se sont mises ensemble pour mutualiser leur épargne pour créer un fonds d'investissement à l'horizon 2024. Qu'est-ce qui a motivé cette idée de vouloir créer un fonds d'investissement? Quand on regarde aujourd'hui le map de l'entrepreneuriat féminin, nous remarquons que c'est carrément en forme de triangle. Tout en bas du triangle même, nous voyons le secteur informel où les femmes sont en majorité à près de 80%. Alors quand nous avançons au bas de l'échelle, les PME, les TPME, nous voyons qu'il y a beaucoup plus de femmes. Quand nous évoluons vers les moyennes entreprises, nous sommes à peu près autour de 40%. Quand nous allons plus loin, autour des grandes entreprises aujourd'hui, nous sommes à 5%. Alors, on a fait le diagnostic, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut pour booster l'entrepreneuriat féminin? Évidemment, on a vu on a besoin de formation. On a besoin d'information, on a besoin de structuration, d'accompagnement, on a besoin de financement. Et donc c'est de là qu'est partie l'idée, mais ce n'est pas du financement comme on a l'habitude de voir le financement. Parce que nous, notre vision du financement, c'est d'apporter du financement innovant à l'entrepreneuriat féminin, adapté à l'entrepreneuriat féminin, mais surtout par des prises de part dans les entreprises. Parce qu'il faut déjà structurer et accompagner. Aujourd'hui, cette formation, cette structuration passera forcément par les renforcements de capacité, par le coaching, mais surtout par le mentorat, parce qu'il faut former en montrant l'exemple des bonnes pratiques. Donc voilà pourquoi est-ce que WeFund Bénin est né depuis le 7 août de l'année dernière, et donc ces braves femmes leaders dans l'entrepreneuriat et au cadre se sont mis ensemble et nous pensons vraiment aller très loin parce que nous devons accompagner, être un levier pour l'autonomisation de la femme. Alors, Madame Tossou, vous parlez de formation, d'accompagnement, de financement. Mais moi, je vais me tourner vers Madame Tassiana, qui est l'entrepreneur par excellence parmi nous. Elle entend tous ces mots. Est-ce que ça correspond à ces réalités? Madame Tassiana, vous en tant qu'entrepreneur, ici parmi nous, dans le panel, quelle est réellement votre réalité? Et est-ce que tous ces mots vous parlent dans l'avancement de votre entreprise? Alors déjà, d'entame, je voudrais dire bonsoir à tout le monde et merci de m'avoir invité dans ce panel. Je suis toute ravie de voir que je suis accompagnée de charmantes dames qui quand même ont le level qu'il faut pour pouvoir mener ce débat.
Alors, dans TAM, je voudrais déjà dire que quand on parle d'entrepreneuriat au féminin, ça a toujours existé. Nos mères d'antan ont toujours entrepris, ont toujours été les commerçantes fructueuses sans avoir forcément fait des parcours à l'école ou des parcours scolaires. Ce qui voudra dire que déjà, de façon intrinsèque, nous avons déjà ces valeurs qui sont innées. De deux, dans nos familles, en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'épouse ou en tant que sœur, c'est une entreprise que nous gérons. Parce que déjà, nous gérons un budget, nous organisons la maison, nous éduquons des enfants et nous coachons nos enfants et nos époux également. Donc ce sont des valeurs intrinsèques qui existent déjà en la femme et en l'occurrence en la femme africaine. Malheureusement, le taux de scolarisation étant bas au niveau des femmes, j'avoue qu'il y a une amélioration de nos jours, bloque les femmes dans l'évolution de leur carrière ou dans leur envie ou ambition entrepreneuriale. Déjà, elles n'arrivent pas à être scolarisées. À temps ou ne sont pas scolarisées du tout. Et lorsqu'elles ont la chance d'être scolarisées, elles ne sont pas forcément accompagnées dans cette scolarisation-là. Dans la mesure où le fait de ne pas être encadrée fait que ces jeunes dames, malheureusement, rentrent dans le mariage trop tôt ou contractent des grossesses indésirées ou trop tôt qui ne leur permettent pas vraiment d'atteindre leurs objectifs de vie. Et pour ce faire, on se doit de les encadrer en ayant des centres de formation pour celles qui décident de ne pas continuer à être scolarisées ou qui n'ont pas la chance d'évoluer dans ces secteurs-là. Ou même des personnes qui ont décidé d'être scolarisées, mais par passion ont décidé d'entamer des métiers peut-être de l'art ou tout autre métier qui n'est pas conventionnel comme étant secrétaire, banquier et tout autre. Malheureusement, ces secteurs ne sont pas vraiment soutenus dans la mesure où c'est considéré comme des secteurs où on y arrive parce qu'on n'a rien réussi. Et c'est ce challenge que je me suis donné de prendre à bras le corps parce qu'après avoir fait tout ce qui est parcours professionnel classique, j'ai décidé vraiment de prendre un secteur et de démontrer qu'on peut faire des métiers artisanaux après avoir vraiment étudié et en le faisant de façon professionnelle. Malheureusement, on n'est pas accompagné et je pense qu'il n'y a que les femmes pour relever ce défi, avec le concours des hommes s'ils veulent bien nous aider, mais je pense que c'est un vivier fort parce que lorsque nous serons stables financièrement, ça va rejaillir forcément au sein de nos maisons, de nos ménages et on pourra également éduquer nos enfants à vraiment avoir cette assurance-là et cette rage de vaincre et de pouvoir maintenant pousser en fait nos pays à évoluer. Nous comptons vraiment sur l'aide de nos hommes et également de l'État pour pouvoir vraiment se rendre compte qu'il est bien beau de développer tout ce qui est tourisme et tout ce qui va avec, okay? Mais il y a plein de métiers de l'artisanat qui viennent en fait renforcer, parce qu'il ne servira à rien d'avoir de jolis hôtels, d'avoir de belles routes, si les étrangers qui arrivent n'ont pas des artisans formés et qualifiés pour nous valoriser, pour valoriser vraiment ce que le Bénin est réellement. Je vous remercie. Merci, Madame Tatiana. Alors moi, je vais mettre un cas de figure. En tant qu'entrepreneur aussi dans ces domaines qu'on qualifie souvent de relégués un peu au dernier plan, je crois que mon parcours académique dans les finances m'a permis d'avoir un tout autre regard sur comment mener à bien cette entreprise. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que malheureusement, ces femmes qui se lancent dans ces domaines informels se plaignent de ne pas être accompagnées parce que les critères de leur entrepreneuriat ne correspondent pas aux notions d'investissement, soit des banques, soit des fonds d'investissement. Mais alors, à ce moment-là, je me repositionne maintenant du côté des investisseurs pour vous faire quand même savoir que quelqu'un décide, que ce soit sur fonds propres, que ce soit un fonds d'investissement, que ce soit une banque, d'investir dans l'entrepreneuriat, il y a des critères. Et ces critères-là, beaucoup de nos femmes ne l'ont pas ou trouvent que ce n'est pas important. Alors, la plupart du temps, on se dit, les structures d'accompagnement, les SAEI, les espaces d'incubateurs de coworking doivent faire ce travail-là d'accompagner, de former ces entrepreneurs-là, femmes,
à pouvoir acquérir un certain niveau de maturité qui les rend propices vraiment à l'investissement sous toutes ses formes. Et c'est pourquoi je vais me tourner vers Madame Nathalie pour qu'elle nous parle un peu de son incubateur et qu'elle nous dise comment elle accompagne ces femmes entrepreneurs, quel que soit le secteur dans lequel elles sont, à pouvoir atteindre ce niveau de maturité qui les rend vraiment intéressantes pour des quelconques formes d'investissement. Merci beaucoup. Alors en préambule, moi je fais très attention à l'approche de genre. Parce que entre l'œuf et la poule, à quel moment on est dans une situation de servitude volontaire ou d'enfermement ou de victimisation, et à quel moment on est dans un système réellement oppressif. Donc je fais très attention à l'approche de genre parce que moi je me considère comme l'autre pôle. Il y a des hommes et des femmes, il y a des gens. Je ne me considère pas comme un être faible qui est oppressé ou un oppresseur. Je ne considère pas l'autre comme ça. Mais c'est un état d'esprit, c'est une décision d'être juste humain avec des caractéristiques, avec des faiblesses, avec des situations favorables ou des situations défavorables. Donc ça implique une forme de détachement par rapport à un environnement dans lequel il se passe des choses réelles. Hein. Je ne nie absolument pas ce qui se passe, mais je me dis aussi qu'on nous traite comme on laisse les gens nous traiter. Et donc je fais très très attention à l'approche de genre, parce que bien souvent, je rencontre des gens qui ne sont pas entrepreneurs, qui n'ont rien à faire là. Donc, qui n'évolueront pas, qui ne sont pas finançables, parce que leur idée est certes bonne, mais ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas les capacités intrinsèques, indépendamment d'être un homme ou une femme. Ils ne sont pas entrepreneurs. Donc, je fais très attention à gommer d'abord cette approche de genre et aller directement sur l'idée, sa pertinence et les capacités déjà avérées et les capacités dormantes, je vais dire, de la personne à porter son projet et à en faire quelque chose de viable. En tant qu'investisseur, en tant que coach, en tant que stratège, homme ou femme, il y a des projets dans lesquels je n'investirai pas. Parce que la personne qui porte le projet n'est pas capable d'en faire quelque chose de viable et de durable. Elle n'a pas... c'est pas juste une question de compétence, il y a aussi une question de posture mentale. C'est est-ce qu'on est prêt à recommencer encore? Est-ce qu'on est prêt à se remettre en question face à un marché qu'on a estimé d'une certaine manière et qui, au final, réagit différemment? Est-ce qu'on est prêt à accepter que son idée n'est pas si bonne que ça, finalement? Donc c'est vraiment une question, pour moi, à la base de personnes en capacité de porter un projet, plus qu'une question de femmes dans un système où on n'aide pas les femmes. Je n'aime pas aider les gens. Je m'entends quand je dis ça. Je ne veux pas vous donner du poisson, je veux vous apprendre à pêcher. Je ne veux pas vous donner de l'argent. On ne donne pas d'argent à un investisseur, à un entrepreneur. On ne donne pas, on n'injecte pas de l'argent dans un projet qui n'est pas autonome. Si le projet en lui-même ne tourne pas, il n'est pas capable de générer des fonds et d'être autosuffisant, il ne faut surtout pas mettre de l'argent dedans. Et je suis tout à fait d'accord avec des critères qui disent que voilà, si le business est viable, si les gens ont les capacités de gérer ce business-là, les compétences sont réunies, la volonté, la capacité à mobiliser les gens autour d'une idée, à avoir un vrai marché en face, oui, on investit. Alors, si je vous entends bien, vous ne faites pas de différence entre un homme ou une femme entrepreneur. Pour vous, c'est est-ce que le projet est viable? Est-ce qu'il y a du potentiel? Si oui, on accompagne. Donc, vous n'êtes pas comme Madame Saka, par exemple, si à compétence égale, un homme et une femme se présentent devant vous, vous allez plus favoriser la femme parce que vous trouvez que c'est une forme d'acceptation de la victimisation de la femme en ce moment. C'est vraiment une question d'émancipation.
Une personne qui n'est pas émancipée dans sa tête, toute seule, à la moindre difficulté, elle va lâcher. Donc votre investissement sera perdu parce que la personne n'est pas en capacité de faire face à l'adversité, quelle que soit sa forme. Là, on parle de femmes et d'hommes vivant en Europe. On va parler de racisme, on va parler de plein de choses qui vous mettent dans une situation de faiblesse parce que le système, a priori, vous victimise. Mais si vous acceptez cette position-là, vous vous battez à contre-courant. Si vous n'acceptez pas la position, vous êtes debout et vous pouvez faire front. Vous allez vous écrouler d'épuisement au bout d'un moment, c'est certain, hein, ou pas d'ailleurs. Hein. Mais l'état d'esprit que l'on a, qu'on soit un homme ou une femme, pour moi, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat, est absolument déterminant parce qu'à compétence égale, c'est la personne qui est la plus émancipée qui s'en sortira toujours. D'accord. Alors, la réalité quand même est que dans notre milieu africain, plus précisément au Bénin, qu'on le veuille ou pas, la femme entrepreneur est, on va dire, un peu brimée. Parce que parfois à tort, parfois à raison. À raison parce qu'elle n'a pas forcément les capacités requises, non seulement en tant qu'entrepreneur, porteur de projet, mais aussi par rapport à son entreprise qui n'est pas assez viable parce qu'elle n'a pas accès à l'information, elle n'a pas accès à la formation et parfois, comme vous le dites, hein, à tort parce qu'elle n'a pas le mindset pour devenir entrepreneur. Mais c'est une réalité, ok. J'aimerais revenir un peu sur la question de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous regardons, nous nous concentrons un peu plus sur l'entrepreneuriat féminin. En réalité, il y a des facteurs qu'on ne peut pas nier. Vous savez, chez nous, il y a déjà les réalités de notre culture. Quand nous partons très loin déjà, Madame Saka a présenté tout à l'heure la BIC, elle a bien dit que c'est une banque commerciale, et ça c'est vrai. Dans mon pays, nous n'avons que des banques commerciales. Certainement, il y a quelque chose qui se fait pour avoir d'autres types de banques qui vont mieux accompagner, mais on a des banques commerciales. Quand nous prenons un exemple tout basique, une femme chef d'entreprise aujourd'hui qui va demander un financement auprès d'une banque. Les banques aujourd'hui nous demandent des garanties. De manière culturelle, la femme n'a pas droit déjà à l'héritage foncier. C'est vrai qu'il y a des lois qui devraient pouvoir améliorer les choses, mais dans la pratique, ça ne se passe pas ici. Elle n'a pas droit au foncier. Elle veut acquérir un bien, elle va l'acquérir avec son époux. Et les biens sont généralement au nom de son époux, au nom de son papa, au nom de ses frères. Elles vont dans une banque pour demander un financement, on va lui demander une garantie. Et la garantie, si elle ne l'a pas, il faut qu'elle ait négocié. Pour faire une blague, quand vous avez par exemple votre garantie avec votre époux, si tout se passe très bien, c'est bien. Mais imaginons que tout se passait bien. Quand vous avez introduit le dossier, qu'à la veille même il y a un problème. Mais vous n'osez même pas aller demander cette garantie. Et du coup, vous ne pouvez même pas financer. Deuxième préoccupation. Dans notre environnement, une femme qui se bat dans l'entrepreneuriat, qui s'affiche, il y en a même qui vont jusqu'à critiquer. Mais est-ce que c'est parce que son mari est incapable de s'occuper d'elle, de la prendre en charge, qu'elle est tout le temps dehors en train de se battre? Nous avons même parfois la méchanceté, la jalousie entre nous-mêmes les femmes. Et ça, c'est culturel. On ne peut rien y faire. Donc, il y a tellement de facteurs qui empêchent parfois les femmes, même quand elles ont toute la potentialité qu'il faut, même quand elles ont l'idée, il y a des facteurs qui les empêchent d'avancer. Et puis, les femmes, en général, elles sont très prudentes aussi. Une femme, vous savez, du temps de nos mères déjà, les femmes étaient déjà elles savaient comment mettre de côté, faire des tontines pour se donner des fonds. Une femme ne va pas penser tout de suite aller vers le financement parce qu'elle va penser que bon, comment est-ce que je fais cette garantie? Il y a le défaut de formation aussi qui fait qu'elles ne le savent pas. Alors, on a décidé de se positionner sur ces segments-là parce que forcément on se dit, il y a à faire. La femme qui est au niveau des petites entreprises, elle est à ce niveau-là parce qu'elle n'a peut-être pas connaissance des mécanismes qui existent pour l'accompagner, pour qu'elle passe au niveau supérieur.
Et le challenge pour nous, au niveau de notre association aujourd'hui, c'est d'accompagner ces femmes-là en faisant quoi? En leur apportant l'information. Parce que qui a l'information dirige le monde, dit-on. Donc forcément, si ces femmes-là ont l'information d'abord, et en leur montrant des exemples, parce que si la femme même, elle se dit, oui, je ne peux pas aller jusque là-bas, je ne peux pas y demander de financement, et qu'on a des femmes qui ont réussi par le financement, par la formation, par la structuration et l'accompagnement, ça permettra de montrer à ces femmes-là un exemple pour dire, oui, vous pouvez, parce qu'il y a des femmes qui sont arrivées. Au-delà de ça, nous avons le renforcement de capacité. Chacune dans son métier, parfois, elles ont besoin juste d'être renforcées, qu'on leur montre vraiment comment est-ce qu'elles font pour avancer. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup d'agro-business. Nous avons le problème de l'Ukraine, on a eu du Covid, qui nous ont démontré que remis sur la route du consommons ce que nous produisons, mais surtout du transformons ce que nous produisons. Quand nous regardons généralement dans le secteur tertiaire, nous avons beaucoup plus de femmes en fait sur quand on parle de champs, d'agriculture. En réalité, nous avons les hommes qui sont devant, mais allez voir dans les champs, c'est beaucoup plus de femmes en fait. Mais il faut leur montrer, il faut renforcer leur capacité pour qu'elles arrivent à un certain niveau. C'est vrai que nous, au niveau de l'UFRON, on a décidé de travailler sur deux cibles. Nous avons la cible entrepreneur établie que nous allons accompagner par le financement, dont je parlais tantôt, les prises de part pour les accompagner de niveau 1 à un niveau 2, de niveau 2 à un niveau 3. Mais nous avons également ces femmes-là qui sont déjà dans l'informel à qui il faut apporter l'information. Donc, il faut renforcer les capacités. Et donc, ces femmes-là aussi, nous allons les accompagner, leur parler de la formalisation, comment est-ce qu'elles font, quelles sont les opportunités qu'elles tirent si elles sont formalisées. Donc, voilà autant de choses qui font que, oui, aujourd'hui, on a besoin d'avoir ce financement-là. On a besoin d'avoir ces projets adaptés à l'entrepreneuriat féminin. Alors, nous avons notre temps qui se raccourcit un peu et avant de passer aux questions du public, parce que je crois que le public a énormément de questions, j'aimerais mettre en avant un aspect. Là, il y a quelques semaines, j'étais à Dakar pour rencontrer les WIC, qui est un fonds d'investissement féminin pour l'entrepreneuriat féminin. Et lorsque je discutais avec eux, ils ont été très clairs sur leur positionnement. Ils ne sont pas là pour investir dans des entreprises ou des startups qui font un 10 millions de chiffre d'affaires ou un 5 millions parce qu'ils ont besoin, et tout à l'heure Madame Nathalie parlait de cela, d'un entrepreneur qui a un mindset de gagnant, qui est prêt à aller beaucoup plus loin. Or, très souvent, et ils ont été très transparents là-dessus, lorsqu'ils travaillent avec des femmes, lorsqu'elle atteint un certain chiffre d'affaires, par exemple, elle était à 15 millions, elle atteint 50 millions, 100 millions de chiffre d'affaires, pour elle, c'est déjà quelque chose de « waouh, ça va, c'est bon pour moi, j'ai atteint déjà un peu le summum ». Et à ce niveau-là, eux, ils sont un peu bloqués parce qu'il y a des investisseurs derrière qui ont injecté de l'argent et qui s'attendent à des retours perpétuels. Donc, dans ce cadre de figure où on parle de mindset de ces femmes, qui n'est pas assez compétitif, il est clair que la notion de formation, la notion d'encadrement est de mise. Et dans ce cas, moi j'aimerais demander très rapidement à Madame Nathalie, vraiment très rapidement, parce que j'ai une question pour Madame Saka, très rapidement à Madame Nathalie, de manière concrète, vous faites quoi pour ces entrepreneurs qui viennent chez vous, qui n'ont pas ce profil pour être éligibles à l'investissement? Vous faites quoi concrètement? Alors ces personnes, on les prend, soit je les prends en coaching de dirigeants à titre personnel, soit je les mets dans notre programme d'accélération. C'est une forme de bootcamp et je les préviens, c'est brutal. Brutal parce qu'on ne les ménage pas, on n'est pas là pour rigoler et on ne fera rien pour vous. Vous viendrez, vous devez vous manifester, vous devez réagir à ce qu'on vous dit. On va vous passer en crash test à chaque étape de votre projet pour vous mettre dans la situation d'aller chercher. Si vous avez envie d'y aller, on vous accompagne et on mobilise tout le réseau pour vous. Si vous ne faites pas la démarche, on ne va pas vous chercher.
Il faut que ce soit volontaire. Il faut qu'on soit sûr de la capacité de la personne à rebondir par elle-même, d'avoir les ressources personnelles de rebondir, parce que quand on passe ce cap, quand on arrive dans les 50 millions, 100 millions, 200 millions, c'est brutal et c'est global. Si on n'est pas prêt, personne ne vous biberonnera. Donc concrètement, la jeune entrepreneur qui a par exemple un salon de coiffure, qui a peut-être un salon de couture, ne peut pas, même si elle est enregistrée légalement, elle ne peut pas être considérée comme une start-up éligible parce qu'elle ne va pas forcément tout de suite faire un chiffre d'affaires de 5 millions, de 10 millions. Donc à ce moment-là, est-ce qu'elle peut venir chez vous pour dire « Ok, je ne suis pas peut-être forcément encore le genre de start-up qui intéresse des investisseurs, qui intéresse des banques, mais j'ai ce désir-là de pouvoir aller de l'avant ». Oui, elle vient chez vous. Elle est la bienvenue, bien au contraire. Alors, Madame Saga, vous avez parlé tout à l'heure dans votre présentation d'un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs. Et aujourd'hui, puisqu'on parle d'entrepreneurs femmes, concrètement, parlez-nous un peu de ce programme. Je suis une jeune femme entrepreneur, j'ai besoin d'investissement pour pouvoir faire grandir mon entreprise. Je suis passée par des incubateurs, je me suis fait former, j'ai vraiment élargi mes compétences. Alors je viens à la BIC. Qu'est-ce que vous me proposez et quels sont les critères que je dois avoir pour pouvoir être éligible au financement et à l'accompagnement de la BIC? Merci, madame. Alors, tout à l'heure, mon introduction portait un peu sur, je vais dire, la valeur féminine. Là, je vais porter mon manteau de banquier. Alors, mon manteau de banquier m'amène à dire que le banquier, il finance un projet. Le banquier, il finance un projet. Que le projet soit porté par une femme ou un homme, c'est un projet que nous finançons. Et pour financer un projet, il faut qu'il réponde à certains critères. Une PME ou une TPE qui se rapproche de la BIC, je parlais tout à l'heure du programme, il y a pas mal de critères pour segmenter ces structures. Vous avez un chiffre d'affaires de moins de 50 millions jusqu'à 500 millions, nous vous considérons comme une très petite entreprise et il y a un outil pour la prise en charge. Vous avez de 500 millions à 2 milliards, nous vous appelons une PME et il y a une organisation pour la prise en charge. Pour revenir au financement de l'entrepreneuriat féminin, d'abord j'aimerais dire qu'il faut briser les stéréotypes. Si nous ne brisons pas nous-mêmes les stéréotypes, et comme l'a dit Mme Daouda, nous allons financer des projets morts-nés. Et derrière le projet, c'est l'être qui porte le projet qui rembourse le crédit. Je voudrais rassurer Mme Tossou pour lui dire, l'époque où les banquiers, en tout cas pour ce qui concerne la BIC, où on exige des garanties à tout va, cette époque, certes, les garanties sont indispensables. Je ne veux pas dire, et je ne voudrais même pas prétendre à cela, que vous venez à la banque sans garantie et puis vous avez le crédit. Non. Mais c'est d'abord l'activité qui rembourse le crédit. D'où la nécessité d'avoir un projet bien porté. Vous savez, à la base, il faut faire le travail à la base d'abord. Vous assurez que votre projet répond à un besoin. Vous assurez que vous ne voulez pas vous diversifier à tout va, tout vient. Et vous vous assurez que votre projet a une pérennité dans une certaine durée, de 5 ans au minimum. Il y a une erreur que nous commettons souvent au Bénin ou en Afrique, je peux dire. Dès qu'une PME ou une TPE crée une structure et qu'il y a de la dynamique, de l'activité derrière, vous voyez tout de suite qu'elle veut se diversifier. Et c'est une erreur. C'est une erreur parce que ce produit que vous avez lancé au prime abord, il doit connaître une certaine maturité de croissance avant d'envisager une certaine diversité. Donc, la BIC, bien évidemment, nous avons un programme de prise en charge. Vous venez au niveau de la BIC, nous échangeons, nous prenons le temps d'échanger avec vous. Et ensuite, nous nous assurons, comme l'a dit Mme Daouda, avec qui je vais échanger tout à l'heure. Franchement, j'en suis ravie parce qu'elle a placé des mots qui me plaisent beaucoup. Nous allons nous assurer que le projet que vous avez amené au niveau de la banque, il est opportun, il est intéressant et il a une certaine pérennité. Moi, personnellement, j'aime à dire aux clients qui se rapprochent de moi, je suis direct. Ton projet n'est pas bon, en moins d'une semaine, je te dis, mon cher, ma chère, je t'aime beaucoup,
c'est bien, tu es correct, mais je ne peux pas financer ton projet. Je préfère peut-être pas des formations culturelles parce que je suis issu d'une famille de commerçants et je sais que combien le temps compte beaucoup. Quand je ne peux pas financer un projet, je le dis rapidement. Par contre, quand nous avons la possibilité, que nous sentons une certaine appétence à ce projet, nous travaillons là-dessus. Vous savez, ça dépend de chaque projet. Il y a des projets que vous pouvez financer en 48 heures. Ça veut dire que le client ou le promoteur à la base a fait tout le travail en amont. Il a pris le soin de se rapprocher des différentes structures, il a pris le soin de bien se former et son projet est prêt. Vous avez d'autres entreprises sur lesquelles vous pouvez passer 1 mois, 2 mois, voire même 3 mois. Ça dépend de la présentation du projet et ça dépend de celui qui porte le projet. Je voudrais vous remercier une fois de plus. Merci Madame Sanka. Alors, Madame Tassiana, très rapidement, on a eu la banque qui a parlé de son programme d'accompagnement, de ses critères. On a la structure d'accompagnement qui a parlé. Madame Tossou a parlé, mais vous, en tant qu'entrepreneur, est-ce que ça vous parle? Et est-ce que vous pensez vous inclure dans ce processus pour quand même faire partie de ces femmes entrepreneurs qui comprennent le langage de l'écosystème entrepreneurial et qui peuvent arriver à un niveau de maturité qui vous permet d'être éligible à l'investissement? Je continue d'insister sur le facteur formation et éducation. Parce qu'il ne faut pas attendre que l'entrepreneur soit déjà à 35 ans pour venir lui dire qu'il n'est pas mature. Ça commencera déjà dans nos maisons, en tant que parents, qu'on soit capable de donner à nos enfants, tout sexe confondu, et en l'occurrence la femme, la chance d'avoir une certaine assurance. Parce qu'en tant que formateur aujourd'hui, j'ai des jeunes dames Bac+4, mais qui n'ont aucune assurance, qui sont financiers, mais qui reviennent à un métier artisanal, mais malgré qu'ils soient financiers, ne sont pas capables de porter un projet. Donc le problème, il est beaucoup plus profond. C'est bien facile d'être à l'autre bout du rouleau et de dire qu'on n'est pas valable. Donc je pense que le problème doit être réglé déjà dans nos maisons, puis dans nos formations, dans nos écoles. Combien de personnes sortent aujourd'hui avec l'envie d'être entrepreneur tout simplement pour être libre, pour ne pas avoir un mentor, pour ne pas avoir... Le problème étant plus profond que cela, je pense que ce serait superficiel de ne pas aller à la source le régler. Il faudra déjà que l'éducation soit revue, l'éducation des jeunes filles soit revue, qu'on arrête les stéréotypes, qu'on les encadre réellement à être les cadres de demain ou les entrepreneurs de demain. Et c'est là où nous intervenons, nous autres. Et quand elles seront formées et que ces différences, elles auraient pu passer par la phase d'incubation et tout cela, le porteur du projet sera valable. Lorsqu'elles ne sont pas capables de rester dans des réunions aussi tard que les hommes, vous vous attendez à quoi? Donc le problème, ayons l'honnêteté d'aller à la base et de donner vraiment toutes les chances à ces jeunes dames-là, de pouvoir finalement aller vers les banquiers et tout cela, pour pouvoir être valables au même type que les hommes. Merci. Voilà. On a plus beaucoup de temps. Oui, je vais juste placer un mot pour rejoindre ce que disait Mme Tatiana. Tout se passe à la base, mais vraiment à la base. Vous savez, moi j'ai une fille de 5 ans et très tôt, il y a quelque chose qui nous a tous échappé. Une tirelire. Moi je lui ai appris, et Dieu même sait que mes pièces dans la maison souffrent, mais elle sait que chaque jour, elle doit mettre de l'épargne à côté. Et je pense que ça commence par là. Nous-mêmes, au-delà d'être fonctionnaires, au-delà d'être cadres, nous sommes d'abord des femmes et nous sommes des mères. Et si demain nous voulons changer ce passage dont j'ai parlé tout à l'heure, ça commence à la base. Si vous avez un être humain, une femme qui est forte dans la tête, c'est parce qu'à la maison, on lui a appris à être forte, à avoir des valeurs. Donc, si cette femme, elle grandit, elle a des valeurs et elle est forte dans la tête, elle sait se battre, il n'y a pas de raison qu'elle ait un projet, qu'elle n'arrive pas, qu'elle ait surtout une capacité de résilience. Qu'elle ait surtout une capacité de résilience et un être comme ça, une femme comme ça qui se présente devant le banquier avec toute l'assurance requise, je vous assure qu'elle aura son financement. Merci. Exactement, parce que moi-même étant une mère d'une jeune fille, je l'initie déjà à la notion de l'épargne avec son argent de poche.
Et ce fait de savoir que mon argent de poche, je me dois de l'épargner et je me dois de mettre une partie pour l'investissement, parce que oui, à son niveau, je lui apprends les termes d'investissement en disant tu peux commencer par acheter des bonbons et commencer par les vendre à l'école, le bénéfice que tu fais, voilà comment tu peux gérer, et c'est obligatoire. Et là, ce n'est pas juste une notion de fille ou de garçon, parce que la fille et le garçon sont éduqués de la même manière à la notion de financement et d'investissement, à la notion où elle peut comprendre. Alors, madame, on va terminer avec vous avant de prendre les questions. Madame Mireille, vous, avec un regard un peu extérieur en tant que femme et facilitateur, qu'est-ce que vous suggérez pour que tout ce que nous avons pu dire là aujourd'hui soit quelque chose d'applicable, de palpable, et que réellement on puisse commencer à voir quelque chose de concret? Okay. So first of all, I'll take back the point on education. I'll say education is the root. I left Benin 40 years ago, and I had the opportunity to have a fantastic education in France and the UK, and I worked for an international company for 30 years. Donc ce que je viens juste de dire, c'est que d'abord, comme viennent de dire toutes ces dames, la base c'est l'éducation. J'ai quitté le Bénin il y a 40 ans, à l'âge de 11 ans. Et j'ai eu la chance d'avoir une superbe éducation en France, à l'international, et aussi d'avoir travaillé dans un grand groupe international pendant plus de 30 ans, où j'ai eu l'opportunité d'accéder à toutes les fonctions dans l'entreprise. Donc, l'éducation pour le Bénin, pour les filles, pour tous les enfants du Bénin, je pense que c'est la clé. Ça a marché pour moi et je le souhaite de tout mon cœur pour les enfants du Bénin. Parce que je vois, si j'étais peut-être restée au Bénin, je n'aurais pas eu les mêmes opportunités et je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Et c'est l'éducation qui était ma clé de sortie. Donc je viens de dire ça. And another point I would say is to make the women entrepreneur aware of the geopolitical strategic position of Benin in West Africa. Donc, que les femmes entrepreneurs du Bénin se rendent compte de la position géostratégique, politique et économique du Bénin, à côté du Nigeria, l'anglais, de se mettre à l'anglais. Le Nigeria, 450 millions d'habitants en 2050. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas parler l'anglais. Et pour s'ouvrir à l'international, avec les investisseurs, il faut pouvoir communiquer dans les deux langues. So I would say that's the number 2. Et le troisième point, c'est que j'ai vu d'un œil extérieur en juillet 2022, le gouvernement béninois a mis en place l'Institut national pour la femme, je crois. Donc c'est voilà un début de montrer qu'il y a vraiment du travail à faire. Donc si le gouvernement lui-même prend en charge, voilà, donc voilà les points à faire. Merci Madame Mireille. Alors on pourrait rester là toute cette matinée à discuter. Malheureusement, le temps qui nous est imparti tire petit à petit vers la fin, mais on va quand même prendre, Bernard, 5 minutes pour prendre les questions du public. Oui, on va commencer par monsieur devant, ici. Alors, je proposerais que lorsque vous avez une question, si vous souhaitez que ce soit une en particulier qui puisse vous répondre, que vous puissiez le dire. Très bien, merci beaucoup. Ce n'est pas vraiment une question, c'est un apport. Donc, je me présente, Ebo Sacramento, directeur adjoint de cabinet de la ministre de l'Industrie et du Commerce. Et en fait, j'avais un petit commentaire sur madame tout à l'heure qui a semblé hésiter à répondre fermement quand vous lui avez demandé si elle pense qu'en tant que femme, elle est meilleure entrepreneur qu'un homme. Moi, honnêtement, si c'était nous, hommes, qui avions le micro, on aurait répondu oui avant même que la question ne soit terminée. Et donc, du coup, ce que moi, je vous invite toutes à faire, déjà, je vous félicite toutes, c'est vraiment quand on vous donne le micro, allez-y, genre, abusez, parce que quand on a le micro, on le fait. Donc, c'était On voulait être gentil. Hein. C'était mon point. Donc, mon second point, c'est par rapport à l'incubateur et à ce qui s'est dit, je pense qu'il n'y a pas forcément d'opposition, parce que finalement, les deux écoles se valent.
Je vais prendre un cas extrême. Il faut qu'il y ait des gens comme Greenpeace qui s'accrochent à des centrales nucléaires et des ambassadeurs qui vont également faire des conférences diplomatiques internationales pour parler finalement de la même chose. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément d'ambiguïté ou de dichotomie entre une approche qui est vraiment on les aide parce qu'elles sont spécifiquement des femmes et parce qu'elles ont, on va dire, en griffant retard que la société leur a imposé, et donc même si leurs projets ne sont pas forcément viables, on va quand même les aider pour voir où est-ce que ça va. Et l'autre approche qui dit business is business, on regarde juste la rentabilité. Aujourd'hui, si je prends l'exemple sud-africain, si l'Afrique du Sud n'avait pas cette politique volontariste, cette discrimination positive envers les Noirs, la communauté d'hommes d'affaires noirs qui existe aujourd'hui en Afrique du Sud n'existerait pas. Parce que de base, à chaque fois qu'un projet serait arrivé à une banque, les Noirs étant à l'époque beaucoup plus éduqués que les Noirs, le projet passerait toujours plus facilement que celui de Noirs. Donc je pense que les deux ne s'opposent pas forcément. On revient à la même chose, la clé, l'éducation, l'assurance et le fait d'arrêter de se victimiser et de se dire c'est vrai, il y a des freins, il y a une pseudo-réalité, mais on dépasse cela pour se positionner. Exactement. Et donc du coup, vous voyez que nous on abuse toujours. Tant qu'à avoir le micro, je vais vous inviter également, je vais me rapprocher de vous et de votre incubateur pour voir avec vous quelles sont les entreprises que vous avez qui sont dans le domaine de l'élevage et de la pêche. Parce que la troisième édition du Consommons local que nous lançons en octobre est sur le sujet et on pourrait les mettre en valeur. Bien sûr. Merci monsieur pour votre rapport. Une autre question s'il vous plaît? Une femme s'il vous plaît. Une femme. Bon, je le prends, tant pis pour les hommes. Alors, je suis Sandra Idossou, je suis entrepreneur et je voudrais vous féliciter, chères dames, chères sœurs, pour ce brillant atelier débat. Je voudrais juste suggérer, je voudrais rajouter un mot sur la sororité. Je ne sais pas si beaucoup savent ce que c'est. C'est qu'en tant que femme, nous avons beaucoup de défis à relever en tant qu'entrepreneur, en tant que maman, en tant que... Enfin bref, nous avons beaucoup de défis à relever. Et je voudrais surtout attirer notre attention pour que nous apprenions à nous soutenir, d'abord en tant que femmes. Je voudrais abonder dans le même sens que Madame Saka pour dire, c'est vrai, quand je dois acheter par exemple chez deux entrepreneurs différents, j'opterai d'abord pour ce qui est de la qualité et qui est fait par une femme. Et c'est une notion qu'il nous faut développer, c'est une valeur qu'il nous faut inculquer à nos jeunes sœurs, aux entrepreneurs autour de nous pour dire que c'est quand on est nombreux à grandir que nous pouvons avoir plus d'impact. Et donc en tant que femme, au lieu je veux dire, on peut briller, voilà, chacune de nous dans son domaine peut briller et c'est ensemble quand nous brillons que nous pouvons avoir plus d'impact. Et donc, je voudrais vraiment que nous développions cette valeur de nous soutenir d'abord en tant que femmes. C'est vrai que les hommes, bon, ils ont d'autres critères de sélection, mais en tant que femmes, essayons de nous soutenir. Je donne l'exemple parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois de faire des posts sur des femmes et les réflexions que j'ai la plupart du temps, mais les gens me disent, mais vous leur faites de la publicité? Je dis, ben oui, et alors les femmes font de bonnes choses, elles font des choses excellentes, donc en quoi est-ce que ça nous dérange de les soutenir? Et vraiment, c'est une notion que j'aimerais que petit à petit, dans notre façon de travailler, dans notre façon de promouvoir le consommant local, que nous nous disions que si c'est une femme qui le fait, surtout si c'est de qualité, j'opterai plutôt pour cette femme. Merci. Merci Madame Sandra. On va encore prendre juste 2 questions. On me dit c'est fini, mais je pense que tout à l'heure, vous aurez l'occasion de rencontrer chacune de ces femmes. Bernard, on demande encore une, s'il te plaît. Le temps a été largement dépassé. Bon, Bernard Pinon, donc on va clôturer le débat, que je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Nous croyons réellement que nous sortons de ce panel avec des clés, des résolutions, des solutions pour pouvoir réellement être non plus ces femmes qui se victimisent et qui tout le temps se disent oui parce que nous sommes des femmes. Oui, il y a des réalités, mais aujourd'hui nous prenons la décision d'aller de l'avant, de braver ces réalités et de devenir réellement des entrepreneurs
excellentes et qui font réellement, qui apportent réellement un plus dans la croissance de l'économie africaine. Mesdames, merci à vous pour le temps que vous nous avez accordé et à très bientôt. Merci donc de raccompagner Madame Rebecca Lasoupa et ses panélistes.